beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je voudrais tout d'abord remercier donc chaleureusement les responsables, les animateurs donc, du programme PopSud de m'avoir invité à cette rencontre. Alors, les réflexions que je vais vous présenter sont basées en fait sur des travaux collectifs. Je parle pas seulement en mon nom propre. Donc, des travaux que je mène depuis un certain nombre d'années donc dans le cadre de différents groupes de recherche. Alors, à la fois sur les villes en décroissance et sur les villes petites et moyennes. Alors, je ne pourrais pas citer tous les chercheurs qui ont contribué à ces travaux collectifs, mais je voudrais au moins mentionner donc, Sophie Baudet-Michel et Christophe Keva, avec qui j'ai coordonné un projet qui a été financé à la fois par la Caisse des dépôts et le CGET sur la rétraction des services et des commerces dans les villes petites et moyennes. Et puis aussi Vincent Béal et Max Rousseau, donc, qui ont coordonné un projet qui a été financé par l'ANR sur les stratégies alternatives dans les villes en décroissance. Et il y a d'ailleurs donc, un certain nombre de membres de cette équipe qui participent aussi donc, au programme PopSud Territoire et qui sont ici aujourd'hui. Alors, nos travaux collectifs ont porté sur des villes et des territoires qui, depuis une vingtaine d'années, disons, n'ont pas fait l'objet de beaucoup d'intérêt, alors ni de la part de la recherche, il faut le dire, ni de la part des politiques publiques. Alors en réalité, la recherche, comme l'action publique d'ailleurs, se sont plutôt focalisées sur les métropoles, sur les grandes villes et de manière générale donc sur des territoires qui gagnent, si on peut dire. Alors l'idée, c'est que ces territoires donc, qui gagnent sont mieux armés pour faire face à la compétition internationale. Bon, parce que finalement, donc, on peut, en mettant l'accent donc, sur la concentration des ressources, on peut donc espérer peser dans la concurrence donc, à l'échelle internationale. Et pour ça, donc, il faut atteindre une taille critique. Et cette taille critique est la seule possible, enfin, qui peut permettre donc, de produire efficacement de la richesse. Alors, une richesse qui pourra ensuite donc, être redistribuée aux autres territoires ou qui bénéficiera donc, spontanément à ces territoires par un effet donc, dit de ruissellement qui a été donc, décrit par les économistes, par certains économistes. Alors, dans ce contexte de focalisation sur les métropoles, des territoires ont été, de fait, peu à peu, donc, laissés de côté par l'action publique, alors même que ces territoires avaient connu donc, des transformations qui ne leur sont pas nécessairement favorables. Alors, c'est le cas en particulier donc, des villes petites et moyennes, qui ont été peu prises en compte et qui ont même été, on le verra, donc, maltraitées par l'action publique depuis une vingtaine d'années. Alors, bien entendu, mon propos, c'est pas de dire ici donc, que toutes les villes qui ne sont pas des métropoles ou des grandes villes connaissent des difficultés, qui nécessiteraient donc une intervention des politiques publiques nationales. Il ne s'agit pas non plus donc, de laisser penser que les villes moyennes ou les petites villes donc, sont des catégories homogènes. Au contraire, leur diversité est tout à fait connue. Alors, en fonction, on le verra, de leur localisation régionale ou de leur situation géographique vis-à-vis des grandes villes. Alors, plutôt, ce que je voudrais montrer, enfin insister, c'est que ces villes, donc petites et moyennes, sont plus que les autres concernées par des problèmes et des problèmes qui n'ont pas été formulés donc jusqu'à une période relativement récente. Alors c'est le cas de la décroissance urbaine sur laquelle on a travaillé, c'est le cas aussi donc du déclin des centres-villes. Alors à l'intérieur du système urbain, du système urbain national, donc certaines catégories de villes donc sont davantage donc affectées par des processus de dévalorisation, alors que ce soit au plan économique, social et urbain. Alors je voudrais aussi évoquer le fait que ces processus ne sont pas propres à la France, mais qu'on va les retrouver donc dans d'autres contextes nationaux. Je voudrais montrer ensuite que malgré un certain nombre d'obstacles, de résistances, ces problèmes donc, des villes petites et moyennes ont progressivement émergé donc, à l'agenda politique national. Mais on verra que si ces problèmes sont aujourd'hui formulés, ce qui nous manque encore probablement, c'est des dispositifs adaptés, puisque l'action publique reste quand même encore largement marquée par un standard métropolitain. Alors pourtant, les villes petites et moyennes ont manifestement donc un rôle important à jouer donc dans le maillage du territoire, ça a déjà été évoqué. Et pour finir, donc, je voudrais suggérer que ces petites villes sont peut-être plus que les autres des lieux où peuvent s'inventer des stratégies alternatives et peut-être de nouveaux modèles donc, pour l'action publique. Alors, pour commencer, je voudrais juste rappeler brièvement donc, que jusqu'à une période récente, on peut parler donc d'une focalisation de l'action publique sur les métropoles. Alors, bien sûr, les principes d'égalité territoriale ont été régulièrement réaffirmés. Mais dans les faits, si on combine la priorité donc, à la concentration des ressources dans les pôles
au contexte d'accentuation de l'austérité budgétaire, il faut bien le dire, on constate finalement une tendance à la réaffectation d'une partie importante donc, des moyens de l'action publique vers des territoires qui sont considérés comme les mieux à même de créer des richesses, de créer des emplois et d'offrir aussi donc, des services de qualité donc, aux citoyens. Alors, l'action publique a favorisé donc, la création, le renforcement donc, de pôles, alors que ce soit des pôles urbains, des pôles de compétitivité, dans notre domaine, donc des pôles universitaires, qui sont supposés plus efficaces, plus productifs, mieux armés pour survivre donc, dans la compétition internationale. Alors, on pourrait parler de compétition darwinienne, là je fais un clin d'œil à mes collègues universitaires. Alors, cette orientation des politiques publiques fait bien sûr débat. Et bon, les conférences du POPSU se sont d'ailleurs fait l'objet de l'écho de ces débats, avec notamment donc, les contributions d'Olivier Bouba-Olga, de Magali Talandier. Mais de fait, jusqu'à la dernière période, l'attention s'est vraiment donc, détournée de ces territoires non métropolitains qui pourtant donc, connaissent un certain nombre de difficultés. Alors d'où viennent ces difficultés? Je vais citer quelques processus donc, qui peuvent les expliquer. Alors premièrement, les travaux des géographes sur les systèmes urbains ont montré que il y a eu un accroissement donc, des vitesses de transport, vous le savez tous, et que cet accroissement a engendré en fait ce que les géographes appellent un processus de contraction de l'espace-temps qui donne un avantage aux grands centres urbains, donc ceux qui concentrent les services, les activités, les emplois, et ça donc au détriment des villes plus petites qui sont de plus en plus court-circuitées en fait en termes de développement urbain. Alors ces auteurs ont parlé de sélection hiérarchique, de simplification par le bas donc de la hiérarchie urbaine, et c'est donc comme si le système des villes apparaissait donc comme de plus en plus inégalitaire, avec un renforcement donc du poids des grandes villes au détriment des villes plus petites. Les travaux sur la décroissance urbaine qu'on a menés avec des collègues confirment ces processus. Si on regarde donc, la croissance démographique donc, des villes moyennes et surtout des petites villes, on s'aperçoit que ce sont les villes qui sont les plus touchées donc, par la décroissance urbaine. Donc en France, par exemple, plus des 2/3 des aires urbaines en décroissance sont des petites villes, alors que ces petites villes donc, représentent moins de la moitié donc, des aires urbaines qui sont en croissance ou stables. Alors au sein du système urbain, on s'aperçoit donc que l'effet de taille a un rôle donc, qui est non négligeable sur les dynamiques donc, de croissance ou de décroissance, alors à la fois sur le plan démographique mais aussi sur le plan économique. Alors, deuxième aspect, cet effet de taille donc, se combine bien sûr avec un effet de localisation régionale. Alors, on sait que certaines régions ont été plus affectées par la désindustrialisation, par les recompositions donc, économiques, et que ces recompositions ont eu des effets plus marqués, accentués, sur des villes qui étaient spécialisées sur le plan économique et dont l'économie était plus dépendante donc, d'une activité qui peut être aujourd'hui donc, en déclin. Donc si on combine l'effet régional et l'effet taille, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de villes qui sont particulièrement donc, affectées. Et dans nos travaux sur la décroissance urbaine, on a constaté par exemple le travail qu'on a fait donc, avec Johan Mio donc, sur les villes de Champagne-Ardenne montre bien que ce sont donc, ces villes petites et moyennes qui sont particulièrement donc, affectées par ces doubles processus. Alors, il y a un troisième facteur qu'on peut citer, qui renvoie à la localisation géographique cette fois-ci, pas seulement régionale. Ce qu'on constate, c'est que les petites villes donc, qui sont les plus éloignées des métropoles sont en général donc, plus en difficulté que celles qui sont proches des métropoles. Alors bon, il y a un certain nombre de travaux qui mettent en avant l'effet parfois protecteur donc, de l'isolement des petites villes. Donc il y a des débats là-dessus. Bon, toutes les situations, là encore, ne sont pas uniformes. Alors, au-delà de ces facteurs économiques et géographiques, il y a aussi un certain nombre de travaux sociologiques qui apportent une autre dimension intéressante. Bon, je peux citer par exemple la thèse de Elie Guéraud sur Nevers, qui montre que la hiérarchie urbaine renvoie aussi à des enjeux symboliques, à des enjeux sociaux. Alors, ce qu'il montre, c'est que certaines villes moyennes, il a travaillé sur Nevers, donc, en particulier celles qui sont éloignées des métropoles, souffrent finalement d'une dégradation de leurs valeurs symboliques et sont de moins en moins en mesure d'attirer donc des cadres et en particulier donc, enfin, de manière générale les classes supérieures. On voit d'ailleurs, si on regarde donc les statistiques sociodémographiques, que les villes petites et moyennes se caractérisent par des parts de cadres et professions intellectuelles donc plus faibles que les grandes villes. En fait, la part de cadres et professions intellectuelles diminue de manière tout à fait significative et régulière donc avec la taille des villes.
Alors, il faut évidemment avoir en tête que ces processus de marginalisation donc, de ces villes petites et moyennes ne sont pas propres à la France. C'est ce déclin, si on peut dire, alors je ne sais pas si ce terme de déclin est à discuter, bien sûr, mais en tout cas, ces difficultés des villes petites et moyennes sont largement décrites dans la littérature internationale. Alors, si on regarde par exemple le cas du Japon, de l'Amérique du Nord, de l'Allemagne, donc on a examiné avec une collègue dans le cadre d'une revue de la littérature internationale, on s'aperçoit que les trajectoires donc, des petites villes sont plus fragiles de manière générale que celles des métropoles. Elles ont été donc plus affectées par la mondialisation, par la désindustrialisation, mais aussi par les politiques d'austérité. On a un certain nombre de travaux nord-américains qui parlent d'écarts liés à la taille des villes. Donc les grandes villes seraient donc plus productives, plus innovantes, plus accueillantes pour les salariés les plus qualifiés, alors que les petites villes, au contraire, auraient du mal à s'adapter aux transitions technologiques et aussi donc aux situations de crise. Bon, si on regarde par exemple les effets de la crise de 2008, les grandes villes donc, ont récupéré beaucoup plus vite donc, de ces effets, notamment en matière d'emploi. Alors si on prend à l'échelle de l'Europe, donc un certain nombre d'auteurs ont montré que les petites villes ont été particulièrement touchées donc, par la décroissance démographique. Il y a un certain nombre donc, de travaux donc, qui montrent, là encore, la combinaison d'effets régionaux et d'effets de taille, et qui donc montre qu'à l'échelle de l'Europe, sur l'ensemble donc des villes qui ont entre 10 000 et 50 000 habitants, les très petites villes en décroissance ou en stagnation sont vraiment très nettement surreprésentées. Si on regarde donc les agglomérations qui sont en stagnation ou qui sont en décroissance, près de la moitié donc appartiennent à la classe donc de ces très petites villes. Alors là encore, les petites agglomérations en décroissance sont plutôt donc, situées dans des régions donc, touchées par la désindustrialisation et par le vieillissement, alors que celles qui sont en croissance sont plutôt celles qui sont donc dans la périphérie donc, des métropoles. Alors, dernier point, ces travaux confirment, et ça, c'est pas très réjouissant, que la tendance à la décroissance des petites villes donc, s'accentue dans la dernière période. Donc, si on prend les 2 dernières décennies, ce sont donc 40% des petites agglomérations européennes qui sont en situation, donc là encore, de stagnation ou de décroissance. Alors, on peut aussi évoquer les travaux allemands sur la périphérisation. Donc, il y a une notion qui s'applique assez bien à l'analyse des villes petites et moyennes, alors qui permet d'expliquer les positions désavantagées de certaines villes, qui seraient en fait donc le résultat de relations de pouvoir asymétriques donc entre centre et périphérie. Et donc la position périphérique de ces villes ne serait pas seulement le résultat de forces spontanées donc du marché, mais un processus produit politiquement par des acteurs dans un contexte de ressources, mais aussi de pouvoir politique qui sont inégalement répartis. Alors, malgré ces constats, donc bon, assez peu réjouissants, les difficultés des villes petites et moyennes, en tout cas en France, donc, ont été assez peu prises en compte donc, par l'action publique. Donc, si on regarde en fait les politiques publiques qui ont été menées, donc en gros depuis les années 2000, on se rend compte qu'elles s'inscrivent donc de moins en moins dans une perspective de rééquilibrage territorial. Donc si on regarde par exemple, là encore, un domaine que je connais un peu mieux, donc la politique universitaire, dans les années donc, 90 à 2000, elle répondait véritablement donc, à un objectif d'égal accès donc, à l'enseignement supérieur, où les villes moyennes étaient de fait donc, au centre du jeu. Alors on peut citer le plan Université 2000 par exemple. À l'inverse aujourd'hui, bon là je crois que je n'étonnerai personne, en disant que l'orientation de la politique universitaire, elle est guidée par un objectif de concentration en pôle autour donc, des principales universités qui sont à chaque fois donc, localisées dans les plus grandes villes donc, de notre pays. Alors, en plus de cet exemple, on peut donc évoquer à partir de 2007 donc, le processus de révision générale des politiques publiques qui avait pour but donc, de rationaliser l'organisation des services de l'État, bien sûr pour réduire les dépenses publiques, et qui a abouti, vous le savez, à la fermeture de tribunaux, de casernes, d'hôpitaux. Or, là encore, si on regarde donc, les effets territoriaux donc, de ces politiques, elles touchent plus particulièrement donc, les villes petites et moyennes. Alors, dans les travaux qu'on a menés sur la rétraction donc, des services donc, avec mes collègues, mes collègues de laboratoire, donc, il y a une analyse quantitative qui a été donc,
coordonné par ma collègue Sophie Baudet-Michel et qui a montré donc que les villes moyennes et surtout les petites villes donc, sont plus touchées que les grandes villes par les fermetures donc, de tribunaux et de services hospitaliers. Donc ce sont les deux services qu'on a examinés. Dans les villes moyennes, la rétraction donc, de ces services s'opère par diminution de l'équipement. Bon, ça veut dire qu'il y a des lits d'hôpitaux qui ferment. Il y a des tribunaux donc, qui ferment. Et dans les petites villes, c'est encore pire, si on peut dire, puisque la rétraction, donc, cette fois-ci, opère par disparition complète de l'équipement. Donc, ce sont dans les petites villes qu'on trouve le plus fréquemment donc, des fermetures totales de structures hospitalières et des fermetures de tous les tribunaux donc, de la ville. Donc, la rétraction des services renforce les écarts donc, entre les villes, là encore en fonction de leur taille, et elle fragilise donc davantage le niveau des villes petites et moyennes, hein, particulièrement les petites, par rapport donc au niveau métropolitain. Alors il y a un certain nombre d'auteurs hein, qui ont travaillé sur ces questions, qui parlent donc de processus de délaissement du territoire. Hein, donc je cite là les travaux de François Tolède et ses collègues. D'autres auteurs parlent de retraite territoriale de l'État, donc des territoires non métropolitains. Là, je renvoie aux travaux de Francesca Artioli. Alors, en même temps, hein, ça témoigne probablement des angles morts d'une action publique qui est bien souvent, finalement, aveugle aux effets territoriaux qu'elle produit. Alors, dans ce contexte assez défavorable, il y a pourtant un certain nombre d'enjeux qui ont émergé donc, dans le débat public dans la période récente et qui ont permis probablement donc, la mise à l'agenda progressive de ce problème des territoires non métropolitains. Alors, dans les travaux qu'on a menés avec Rémi Dormoy et Marie Mondin sur ce processus de mise à l'agenda finalement de ces problèmes, on a identifié donc 2 enjeux qui ont joué un rôle important, probablement décisif. Alors, en premier lieu, le problème donc des territoires dits détendus, qui a été porté par le mouvement HLM pour mettre en avant finalement les difficultés de certains organismes qui étaient confrontés à la fois à la vacance de leur parc et à la dévalorisation donc, de leur logement. Et là, les fédérations HLM hein, ont joué probablement donc, un rôle très important de lanceur d'alerte, hein, si on peut dire, en produisant des études sur ces questions, hein, donc des territoires détendus, et en organisant des manifestations qui ont été assez fortement médiatisées et qui portaient même hein, sur la question du déclin urbain. Donc le mot a été lancé. Alors un autre enjeu, hein, celui de la dévitalisation des centres-villes, qui a d'abord été mis en lumière par la question donc, de la vacance commerciale, a permis finalement assez indirectement hein, de formuler le problème de la place des villes moyennes donc, dans la trame urbaine nationale. Alors ici, c'est le rôle de lobbying, hein, là encore, hein, mais cette fois-ci de l'Association des villes moyennes, hein, Ville-de-France, qui a permis donc de donner de la visibilité donc, à ce problème hein, de déclin des centres qui était finalement assez ignoré, donc, même s'il se manifestait quand même depuis un certain temps. Et cette mobilisation donc, des élus des villes moyennes a trouvé un relais auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui s'est saisie de cette occasion hein, pour proposer donc, un programme expérimental hein, qui s'appelait Centre-ville de demain, qui a ensuite donc, été relayé par la mise en place donc, du programme Action Cœur de Ville que vous connaissez. Alors, dans les 2 cas, ce qu'on peut dire, c'est que les conditions ont été réunies pour que des coalitions d'acteurs donc, se mettent en place et que ça a permis donc, de rendre visible donc, le problème de ces territoires qui étaient fragilités et ça a permis aussi de proposer des pistes d'action. Alors, on peut peut-être citer à ce sujet hein, aussi le rôle des médias hein, qui a probablement donc, beaucoup relayé donc, les travaux d'un certain nombre donc, de journalistes, par exemple, comme le livre d'Olivier Rasmont hein, sur la question des centres-villes, les débats aussi autour des livres de Christophe Guilly sur la France périphérique, qui ont probablement donc, contribué aussi à la mobilisation donc, des acteurs politiques. Bon, même si on peut regretter tout de même que ce soit ce type d'approche. Alors là, je cite le livre de Christophe Guilly sur la France périphérique, que ce soit ce type d'approche assez peu nuancée, tout à fait discutable, donc qui ait joué ce rôle. Alors, en tout cas, en l'espace de quelques années, en gros de 2015 à aujourd'hui, ce sont finalement plusieurs programmes, plusieurs dispositifs donc, qui ont ciblé les territoires non métropolitains. Ils ont été déjà cités. Donc, l'AMI Centre-Bourg, hein, ses 55 lauréats, Action Cœur de Ville avec ses 222 villes, et puis le programme Petite Ville de demain, donc, qui est en cours de mise en place. Alors, bien sûr, hein, la mise en place de POPSU Territoire donc, s'inscrit probablement donc, dans cette même veine donc, de mise à l'agenda finalement du problème de ces territoires non métropolitains.
Donc ce problème est désormais formulé. Il a fait l'objet d'un début de mise à l'agenda. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en découle donc du point de vue des stratégies mises en place ou des politiques publiques? Alors, ce qui nous frappe quand même, c'est que ces stratégies, donc, qui sont aujourd'hui donc ébauchées, sont encore largement conditionnées, malheureusement, par un agenda métropolitain. Alors, premier constat, comme l'ont montré donc un certain nombre de travaux des sciences politiques, un processus de mise à l'agenda dépend aussi donc de la disponibilité de solutions d'action publique qui peuvent être mises en œuvre. Or, ce qui semble, quand on regarde un peu les choses, c'est qu'en ce qui concerne les territoires non métropolitains, on manque encore assez cruellement de stratégies alors prêtes à l'emploi, si on peut dire, et surtout de stratégies adaptées donc à ces contextes territoriaux spécifiques. Alors, en réalité, les enquêtes qu'on a menées avec Rémi Dormois, encore une fois, ont montré que l'action publique au niveau national reste encore bien souvent façonnée donc par une vision tout à fait homogène donc des territoires qui tient peu compte des contextes territoriaux spécifiques, que cette action donc est définie à partir des problèmes métropolitains donc essentiellement, et qu'elle est souvent calquée également donc sur un modèle d'action métropolitain qu'on va ensuite décliner donc à toutes les échelles de l'action publique. Alors, pour en donner une illustration dans le domaine des politiques du logement, alors, on a fait pas mal de progrès donc, dans la dernière période, mais en tout cas, l'action publique est restée axée jusqu'à une période assez récente encore, sur la nécessité donc, de répondre à des besoins en logement donc, qu'on considérait donc, comme uniformément élevé donc à l'échelle de l'ensemble du territoire national. Donc il y avait le diagnostic d'une crise du logement et que ce diagnostic a conduit donc à la programmation d'une offre de logement abondante, alors qui certes répondait à de véritables besoins dans les métropoles, mais qui était probablement donc peu nécessaire dans des territoires où le marché immobilier montrait déjà donc des signes assez évidents de déprise ou de détente, en particulier donc la vacance. Alors, autre élément, cette omniprésence du standard métropolitain est aussi visible donc, dans les stratégies qui sont mises en place aujourd'hui. Alors par exemple, si on regarde les actions qui ont été mises en place dans le cadre du programme Action Cœur de Ville, on a commencé à évaluer un peu ça avec mes collègues. Aurélien Delpiro l'a fait, Nicolas Rio, donc là je renvoie aussi à leurs travaux. Donc on constate que ces actions mises en place sont souvent des stratégies donc centrées sur l'offre donc à tout niveau. Par exemple, la production d'une nouvelle offre de logement. Offre de logement qui est destinée à restaurer l'attractivité résidentielle donc de la ville-centre. Le raisonnement en gros est le suivant. Pour lutter contre la perte de population, il faut construire des logements. C'est évidemment donc des stratégies qui peuvent sembler assez paradoxales. De notre point de vue, il semble que dans certains contextes, ce type de stratégie peut paraître en décalage complet avec la réalité territoriale, puisque la production d'une nouvelle offre de logement peut aboutir donc à dévaloriser le parc existant, à accentuer la vacance et à renforcer donc finalement la détente du marché immobilier. Je renvoie à ce propos aux effets donc de la multiplication des produits immobiliers défiscalisés qui donc dans les territoires détendus donc ont eu, c'est moins le cas aujourd'hui, mais qui ont eu quand même des effets assez délétères. En réalité, on peut dire que tout se passe comme si les territoires non métropolitains ne disposaient pas finalement, pour répondre à ces enjeux qui leur sont pourtant spécifiques, de modèles de développement donc propres, en dehors donc de modèles pensés pour les métropoles fondés donc sur la croissance, sur l'attractivité, et finalement donc sur un référentiel donc entrepreneurial qui reste complètement dominant donc dans les politiques d'aménagement, alors que de notre point de vue, il n'est probablement pas adapté à tous ces contextes. Alors, dans ce contexte donc de standardisation, quelle perspective finalement? Et je voudrais en terminer par là. Alors, premier élément, on peut souligner probablement donc le rôle que les villes petites et moyennes peuvent continuer à jouer donc dans le maillage du territoire. Alors, cette question du rôle des villes petites et moyennes dans l'armature urbaine a fait l'objet donc d'un certain nombre de débats.
Alors, les travaux donc montrent que si ces villes ont un rôle qui aujourd'hui peut probablement être qualifié de subalterne dans la hiérarchie urbaine française, elles n'en remplissent pas moins des fonctions essentielles, donc à toutes les échelles. Alors, on peut citer donc les travaux d'un certain nombre d'auteurs. Alors, ceux de Bouba Olga que j'ai déjà cités, ceux de Denis Carré, donc qui est présent ici avec sa collègue Nadine Levrato. Donc, que nous disent ces auteurs? Alors, tout d'abord que les territoires non métropolitains ont un rôle essentiel à jouer dans la structuration du territoire, dans son développement économique également, puisque finalement la concentration de la production, celle des services et celle des équipements n'a peut-être pas toutes les vertus qui leur sont prêtées par certains économistes. Autre élément, les effets de ruissellement donc, qui sont attribués aux métropoles ne sont pas visibles partout. Certaines métropoles finalement peinent à enclencher donc les effets d'entraînement sur l'emploi au-delà de leurs limites, alors même donc elles sont censées donc produire ces effets d'entraînement. On peut aussi citer donc les travaux de Magali Talandier qui montrent donc de son côté que beaucoup de villes moyennes donc se distinguent par une économie présentielle qui est très active ce sont des villes finalement qui apparaissent comme des espaces privilégiés, donc nous dit-elle, pour une économie de la consommation. Et toujours les travaux de Magali Talandier montrent aussi que du point de vue des petites villes, donc il y a vraiment un rôle important donc, de ces villes dans la centralité, dans l'accès aux services donc, des territoires qu'elles desservent. Alors, il y a d'autres travaux qui mettent aussi en avant les effets négatifs de la concentration urbaine, alors que ce soit en termes d'inégalité socio-spatiale, puisque les métropoles sont souvent donc très ségrégées, en termes aussi d'environnement, de qualité de la vie des habitants, et alors qu'au contraire, les villes petites et moyennes bénéficient donc plutôt de représentations positives, puisqu'elles ont à la fois les avantages de la vie urbaine avec des équipements, des services, mais pas les nuisances donc, de la grande ville, et que finalement leurs habitants pourraient profiter donc à la fois de la proximité donc, des ressources de la ville, mais aussi donc, des attraits de la campagne. Alors, il y a quand même un certain décalage entre finalement ces représentations très positives donc, des villes petites et moyennes, qui dans tous les sondages sont plébiscitées donc, dans les choix résidentiels déclarés donc, par les Français. Mais si on regarde la réalité des mobilités résidentielles, c'est pas tout à fait la même chose, puisque de manière générale, les mobilités résidentielles ont tendance à plutôt donc, privilégier donc, les villes de plus grande taille par rapport aux villes de petite taille, sauf quand ces petites villes donc, sont proches des métropoles. Alors, quoi qu'il en soit, je crois qu'on peut dire que ces villes petites et moyennes continuent à avoir une place essentielle dans la hiérarchie urbaine française, qu'elles constituent donc des mailles de l'organisation territoriale du pays, des mailles donc, de dessert, des mailles d'accès aux services, et pour de nombreux auteurs, elles ont aussi un rôle majeur d'articulation interterritoriale. Alors, pour finir, est-ce que ces villes peuvent aussi être des lieux d'expérimentation de nouvelles politiques urbaines ? Alors, dans le cadre du programme de recherche Altergross dont j'ai parlé tout à l'heure, nous étions partis à la recherche en fait, de stratégies urbaines alternatives dans les villes en décroissance, donc stratégies urbaines alternatives qui ont été donc définies par nos collègues Béal et Rousseau. Alors, en partant de l'hypothèse que des villes qui sont confrontées finalement à un cumul de difficultés seraient peut-être des lieux où peuvent s'inventer donc de nouvelles politiques urbaines qui seraient moins tournées vers la croissance, moins dépendantes finalement des impératifs du marché, plus soucieuses donc du bien-être de leurs habitants. Alors on avait en tête quelques exemples nord-américains et allemands de villes en décroissance où des stratégies vraiment de cette nature, alternatives, avaient été mises en place. Alors, de fait, je crois qu'on peut dire qu'à l'issue des enquêtes qu'on a menées, alors à la fois en Champagne-Ardenne, à Saint-Étienne, à Belfort, à Montbéliard, à Grande-Synthe, on a été obligé de constater que ces stratégies alternatives restent encore relativement rares et que la plupart des villes, même quand elles sont en grande difficulté, restent focalisées sur le retour à la croissance et sur un référentiel d'attractivité qui reste, comme je l'ai dit, donc omniprésent. Alors, quand même, certains exemples de villes sortent de ce référentiel qu'on peut qualifier donc d'entrepreneurial. Alors, on peut citer l'exemple de Vitry-le-François, qui a été donc largement analysé par Johan Miot, où une stratégie donc de reconversion énergétique a été mise en place par la ville donc en concertation avec l'organisme HLM. Donc là, je vous renvoie aux travaux très intéressants de Johan de ce point de vue-là. Toujours en Champagne-Ardenne et toujours avec Johan Miot, c'est dans les petites villes, les plus petites villes donc de cette région, que les travaux de terrain qu'on a encadrés ont mis en évidence des politiques urbaines qui se démarquent donc
du seul objectif de retour à la croissance. Et il me semble que dans le cadre du programme PopSud Territoire, certaines villes donc, qui ont été donc, analysées, alors en particulier celle de Rive-de-Gier que va nous présenter tout à l'heure Christelle Morel-Journel, mettent en avant donc, des objectifs de transition et aussi peut-être des nouveaux cadres donc, pour l'action publique. Alors dans les nouvelles études de cas retenues, qui ont déjà été citées tout à l'heure, j'ai relevé donc là à nouveau donc, le cas d'Ambert donc, proposé par Johan Miot, où l'idée c'est bien de sortir donc des modèles métropolitains. J'ai trouvé également intéressant donc le cas de Tournus, qui est axé sur la démocratie alimentaire dans une ville en déclin et qui bon apparemment se revendique comme telle, ce serait intéressant, mais qui se revendique aussi comme ville en transition. Alors avec un projet donc dit de capacitation des habitants et de mobilisation des ressources locales, donc il me semble tout à fait intéressant de ce point de vue. On pourrait aussi citer donc l'exemple de l'ODEV avec cette idée d'un diagnostic partagé avec les habitants, le projet de Villers-Semeuse, donc avec un objectif de transition des mobilités. Donc on voit qu'il y a là un certain nombre d'idées qui se dégagent. Et finalement, on peut peut-être se demander si le contexte de ces petites villes ou de petites villes moyennes, de petites villes moyennes en décroissance, ne serait pas le mieux à même donc de produire ces fameuses stratégies alternatives et peut-être donc de nouveaux modèles d'action publique qui seraient pour une fois un peu dégagés donc de ce référentiel d'attractivité et de ce standard donc métropolitain. Alors dans les villes moyennes qu'on a analysées donc dans nos travaux collectifs, que ce soit alors Forbach, Vichy, Nevers, là, le retour à la croissance, donc dans ces villes moyennes, demeure de manière générale le principal horizon donc, des politiques urbaines, même dans des contextes régionaux où ce retour à la croissance nous paraît extrêmement improbable. Alors, c'est un peu comme si dans ces villes, les acteurs locaux entrevoyaient encore la possibilité, entretenaient encore l'illusion d'un retournement de situation et donc cherchaient désespérément donc, des leviers pour susciter donc ce rebond de croissance. Mais peut-être que dans les petites villes en décroissance, les acteurs locaux ont compris que le retour à la croissance ne faisait pas partie des perspectives envisageables et qu'ils avaient finalement davantage les mains libres, ou l'esprit libre plutôt, pour inventer donc des nouvelles formes d'action publique qui se rapprocheraient donc de ces stratégies alternatives donc décrites par Béal et Rousseau. Alors en conclusion, je voudrais ébaucher donc quelques questions donc en guise de pistes pour la discussion. Alors premier point, est-ce que les villes petites et moyennes peuvent encore jouer aujourd'hui donc un rôle dans le maillage du territoire, alors notamment en termes d'accès aux services, ce qui me semble une dimension tout à fait essentielle pour l'action publique aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faut pas penser finalement des modèles adaptés à ces villes, en dépassant donc la notion de modèle aussi peut-être, pour proposer des politiques plus adaptées donc aux contextes locaux? Alors, en fonction de leur localisation géographique régionale, les horizons de développement des villes sont évidemment extrêmement diversifiés. Est-ce qu'il ne faut pas se départir donc par rapport à cette diversité de l'omniprésence donc du paradigme de croissance? Est-ce qu'il ne faut pas penser l'avenir de certains territoires sur la base d'autres critères de développement? Est-ce qu'il ne serait pas utile de penser donc des stratégies alternatives ou des stratégies même de décroissance planifiées? Et est-ce qu'on peut imaginer donc des stratégies qui seraient fondées plutôt sur l'ancrage des emplois, l'ancrage de la population déjà là, plutôt que des stratégies d'attractivité? Et pour finir, comment prendre en compte finalement et comment valoriser les ressources, donc Jean-Marc Hoffner en a parlé, de ces territoires non métropolitains et adapter finalement les stratégies à ces ressources spécifiques donc, de chaque territoire. Je vous remercie.